Amis des sondes et des oscilloscopes, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai montré un des derniers modèles d'oscilloscope sortis chez Mixig, modèle qui, comme on l'a vu, intégrait ces fameux UPI, un Universal Probe Interface, qui permettent donc, comme on va le voir, d'alimenter et d'éventuellement gérer certaines sondes. Et c'est vrai que Mixig, je vous avais déjà montré ça, non seulement fait des oscilloscopes, mais aussi des sondes de différents types, en particulier des sondes différentielles et des sondes de mesure de courant. Bon, je ne reviens pas sur l'utilité et la sécurité d'utiliser des sondes différentielles, particulièrement quand on mesure des montages qui ne sont pas isolés du secteur. Et c'est vraiment un must-have, surtout si vous faites de la réparation justement d'appareils qui sont justement genre connectés au secteur, comme de l'électroménager, des alimes et découpages, enfin des choses comme ça. Et bien sûr, c'est aussi intéressant notamment de pouvoir mesurer des courants, et aussi de façon, si possible, même isolée. Les sondes offertes par Mixig permettent de faire ça très facilement. Alors, bien sûr, comme on a vu qu'ils ont fait évoluer leur modèle d'oscilloscope, ils ont aussi fait évoluer les sondes. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder deux modèles, un modèle de sonde différentielle et un modèle de sonde de courant, et de faire aussi quelques manipulations avec pour vous montrer comment on les utilise et l'intérêt de telles sondes. Alors c'est parti. Je vous propose de découvrir déjà la sonde différentielle, le DP750C. Je rappelle que DP c'est pour Differential Probe, ça veut dire sonde différentielle en anglais. 750 c'est la tension max et -100 c'est la bande passante qui est de 100 MHz. Alors on reçoit un carton comme ça dans lequel on retrouve ces mallettes. C'est un petit peu comme déjà les sondes que je vous avais déjà montrées de chez Mixig. Donc voilà, on retrouve ici cette mallette, et si on l'ouvre, on retrouve à l'intérieur différentes choses. Toujours le certificat de calibration. On retrouve ici cette notice en chinois, et bien sûr une en anglais, et qui explique en gros le fonctionnement et les caractéristiques. Donc ce qu'il faut retenir, de toute façon je mettrai en lien si vous voulez aller voir les spécifications. Elle a une bande passante de 100 MHz, donc elle a deux gammes, x50, x500. En x50 elle peut aller jusqu'à 75 volts, et x500 elle peut aller jusqu'à 750 volts. Moi personnellement je trouve ça bien, parce que celle que je vous avais montrée souvent, elle montait plus haut en tension, mais dans un usage, on va dire, de réparation, enfin je veux dire un usage courant, surtout pour un amateur, c'est pas forcément intéressant de monter plus haut en tension. Là, le fait d'avoir une gamme jusqu'à 75 volts, ça va permettre des fois de mesurer comme des tensions plus faibles. Et ça peut être intéressant. Ils ont apporté un certain nombre d'améliorations aux sondes que je vous avais déjà montrées, qui déjà étaient très bonnes. Mais bon, après, voilà. Toujours sur le métier, on remet l'ouvrage et on s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette sonde que l'on peut noter? Alors, la première chose, déjà, comme on peut le voir, c'est qu'elle est équipée de cette fameuse UPI, Universal Probe Interface, qui, comme on va le voir tout à l'heure, qu'on branche sur l'oscilloscope qui lui-même est équipé de ce genre d'interface, voilà, on n'a rien à faire. Non seulement ça va alimenter la sonde automatiquement, mais ça va surtout automatiquement régler en fonction du calibre et ainsi de suite l'oscilloscope, ce qui fait que voilà, on n'a pas de réglage de fois machin à faire, c'est complètement automatique. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on n'a pas de scope UPI, eh bien là, tout est prévu. Il y a là cet adaptateur. Donc si vous n'avez pas un oscilloscope équipé de ça, c'est-à-dire vous avez un oscilloscope classique, qui peut être de marque quelconque, c'est pas forcément un Mixig, voire même un oscilloscope analogique, si vous avez un MEG, un Tektro, n'importe quoi, ça marchera. À ce moment-là, il faut utiliser cet adaptateur. Et comme on peut le voir, cet adaptateur, voilà, il se met comme ça, ici, voilà. Et par contre, comme il faut l'alimenter, on voit qu'on a ici une prise USB-C, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il donne ce cordon. Et là, on peut l'alimenter avec n'importe quelle alimentation USB, sachant que comme souvent, les oscilloscopes sont équipés de prises, par exemple pour des prises USB et trucs comme ça suffit généralement pour l'alimenter. Donc on peut très bien utiliser cette sonde, je veux dire, en fonction de l'appareil que l'on a. Moi, comme j'ai la chance d'avoir ce Mixig équipé de l'UPI, je vais l'utiliser directement. Donc là, on a ce câble. Alors là, on retrouve quelque chose. C'est un petit peu bizarre, en fait, parce que souvent, ils ont un petit peu revu le design des sondes avec là, ce petit tambour. Mais en fait, c'est vachement bien ce qu'ils ont fait dans la mesure où ça va réduire énormément le bruit.
Et surtout, ça évite, par exemple, ce que je vous avais montré, éventuellement d'être obligé de twister les fils et tout. Là, si on regarde bien, on a même un fil blindé sur chaque bout ici qui part de ce câble, qui est quand même relativement long. Et ça, pour moi, c'est aussi une bonne amélioration, dans la mesure où on va avoir un niveau de bruit et d'interférence beaucoup plus faible. Alors c'est livré, comme on peut le voir là, avec ces embouts de sécurité classiques. Et là, il donne un certain nombre d'accessoires avec. Donc soit on a des pointes de touche, donc que l'on peut voir ici. Voilà, donc là c'est ces petites pointes là, voilà, métalliques. Et à ce moment-là, bah, voilà, on l'utilise comme une sonde. Donc ça c'est une première utilisation. Mais sinon, il donne ces pinces crocodiles de sécurité, qui permettent d'aller pincer ce qu'on veut. Et encore mieux, ces grip-fils là, voilà, qui sont souples, on peut le voir, et qui là, vont permettre d'aller se crocheter sur la patte d'un transistor de ce qu'on veut, de sécurité. Donc comme on peut le voir, c'est très complet, et ça va permettre donc de faire toutes les mesures qu'on veut. Donc voilà pour déjà le déballage de cette sonde là. Donc je vous propose maintenant, on va aussi faire je vais dire, le déballage de la sonde de courant, et après on passera à des applications pratiques. Alors maintenant je vous propose de découvrir une sonde maintenant une sonde de courant. Une sonde de courant qui est la RCP 500, et on va voir que RCP c'est pour Rogowski Current Probe, et 500 c'est le courant maximum de mesure. Alors, je vous renvoie à ma dernière vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une boucle de Rogowski. Et on va voir que c'est une sonde qui est basée sur ce principe. Donc là, on retrouve exactement le même genre de mallette. Hein, c'est vraiment très bien emballé et parfait pour le transport. Et là, donc si on l'ouvre, on va retrouver de la même façon un certificat de calibration. Là, une documentation, là il y en a une enfin, qui est à la fois en anglais et en chinois, sachant que ça, donc c'est une sonde de courant donc, qui est basée sur ce principe de Rogowski, hein, qui, comme je vous l'ai montré, présente un certain nombre d'avantages. Par contre, la bande passante est relativement réduite, dans la mesure où ça fonctionne, hein, je rappelle, que en alternatif. Là, il est hors de question de mesurer du continu. Et là, ça fonctionne de 15 Hz à 300 kHz, à moins 3 décibels. Et ça peut mesurer jusqu'à 200 mA pic, jusqu'à 500 A pic, donc au moins une très grande dynamique de mesure. Donc là, c'est pareil, on retrouve exactement le même principe. Donc on a cette interface UPI, hein, donc je ne répète pas ce que je viens de dire sur la sonde différentielle, avec toujours cet adaptateur. Donc voilà, encore une fois, cette sonde, donc, vous pouvez très bien l'utiliser sur le Mixig qui va bien. Mais si vous avez un analogique, un scope de n'importe quelle marque, voilà, vous aurez cet adaptateur, cette entrée BNC. Par contre, bien sûr, il faudra, à l'aide du câble USB fourni, lui donner une source d'alimentation, comme ça. Ensuite, la sonde en elle-même. Voilà, donc là, on retrouve cette boucle qui est relativement petite, hein, la fameuse boucle de Rogowski, que l'on peut ouvrir facilement, hein, comme on va le voir ici. Donc là, on va pouvoir, sans couper un fil par exemple, entourer le conducteur, refermer la boucle, et à ce moment-là mesurer, sachant que la flèche ici montre le sens de variation, c'est-à-dire montre, si le courant va comme ça, on aura une sortie positive de la tension de l'oscilloscope. Donc voilà, ici cette sonde donc, va permettre de mesurer du courant. Donc, so far so good, honnêtement, voilà, on voit que ces mallettes de transport, elles sont très bien étudiées, et honnêtement, l'impression de qualité est vraiment très très bonne. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Donc, ce que je vous propose maintenant, on va faire une petite application pratique. Bien, pour faire une première mesure, on va faire quelque chose de tout bête, hein. On va prendre mon CP035, là, avec une bête ampoule à incandescence, et là, on va prendre mon deuxième adapteur, là, que je vous avais déjà montré aussi, qui permet, comme on le voit, justement, d'avoir une boucle pour ce genre de pince, dans lequel donc j'ai mis ici la bobine de Rogowski, et là je viens mesurer donc la tension du secteur, hein, parce que je rappelle que, voilà, bien qu'une sonde différentielle, ça ne veut pas forcément dire, comme des fois on pense, que ça permet simplement de mesurer des trucs par rapport au secteur. Encore une fois, l'idée c'est que ça permet de mesurer la tension entre deux
points sans référence à la masse. Ça permet donc bien sûr de le faire, je veux dire, sur un montage secteur, mais pas que. Hein, surtout que celle-là, comme on peut le voir, elle peut aller, elle a une gamme qui va jusqu'à 75 volts, ce qui veut dire que potentiellement, on peut très bien, par exemple dans un ampli BF, aller regarder voilà, la tension au bord d'une résistance, un truc comme ça, mais de façon indépendante de la masse. Hein. Faut pas raisonner son différentiel, mesure secteur, simplement. Donc voilà, alors là, on va partir de 0. Hein, donc là, on va même enlever les sondes pour vraiment partir de 0. Donc là, quand on part de 0, on peut faire un factory reset. Je rappelle que ça remet tous les réglages un petit peu à leur défaut. Bon, je suis désolé, il y a pas mal de reflets. C'est pas évident de filmer sans. Donc là, j'insère la sonde différentielle. Voilà, on voit qu'elle démarre et on voit que automatiquement, ici, le programme a reconnu la sonde. On voit que si je change de gamme, voilà, on voit bien ici que ça change de gamme et que bien sûr, la sonde est alimentée. Là, je vais mettre la sonde de courant. Voilà. Alors par contre, un petit peu mauvaise surprise, et je reconnais que je m'attendais un petit peu mieux. La sonde de courant, elle, n'a pas de relation avec les réglages. En fait, à ce moment-là, sur cette sonde-là, l'UPI ne sert qu'à l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je me serais attendu à ce qu'automatiquement, ça passe en courant et sur le calibre qui va bien. Or, non, cette sonde ne le fait pas. Donc là, il faut le faire manuellement. Donc je rappelle que là, ça veut dire que, alors déjà, on a intérêt à se mettre en AC. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ça mesure du courant alternatif, donc ça sert à rien de se mettre en continu. Le prop type, c'est courante. C'est 10 millivolts par ampère, donc là, il faut se mettre en x100 pour avoir, je veux dire, quelque chose de cohérent. Et on a tout intérêt à limiter la bande passante à 20 mégas, par exemple, déjà, de façon à limiter le bruit. Donc là, j'ai pas besoin des autres channels. Je vais les enlever, voilà, et on va pouvoir déjà regarder ce que ça donne. Donc là, si je mets en route mon montage, donc là, on voit que je suis un petit peu haut au niveau de la tension, c'est pas grave, on va baisser, voilà. Donc ici, j'ai bien le secteur, et au niveau du courant, là, pareil, il faut que je baisse un petit peu ma résolution, voilà. Donc là, on voit que j'ai un petit peu de bruit, hein, mais encore une fois, ce qu'il faut se rappeler avec ce genre de boucle, hein, c'est que voilà, c'est fait pour mesurer des courants assez forts. Donc dès qu'on va mesurer des courants relativement limités, bah il y a pas mal de bruit. Et de toute façon, il faut garder à l'esprit que ce genre de sonde de courant, si vous voulez mesurer des 10 mA avec ça, c'est même pas en rêve, quoi. Donc c'est pas comme ça qu'il faut, enfin, je veux dire, on verra, je vous montrerai dans une autre vidéo une sonde de courant qui sera beaucoup plus adaptée pour des mesures de faible courant, mais voilà, celle-là, ici, c'est vraiment pour mesurer des courants plutôt forts. Et donc, ben voilà ce qu'on peut voir. Donc là, si on rajoute les mesures, par contre, on peut bien sûr les rajouter. C'est-à-dire, là, je peux rajouter la fréquence, par exemple, la tension efficace, voilà, et sur le channel 2, pareil, la valeur efficace du courant. Voilà. Et là, ben voilà, on voit que la fréquence est bien de 50 Hz, que la tension efficace du secteur, ici 233 volts, c'est en effet ce que j'ai à peu près. Et là, on peut voir une consommation à peu près, voilà, de l'ordre de 280 mA ici de mon ampoule. Et voilà, ici, bien sûr, je peux, si je coupe, voilà, on peut voir que bien sûr tout revient à zéro. Quand même là ce petit plancher de bruit. Alors un truc qui peut être intéressant justement, c'est aussi de regarder ce qui se passe au démarrage. Donc voilà, pour voir ce qui se passe, hein. Donc je rappelle que là l'idée c'est j'ai réglé le trigger là sur la tension d'entrée, et je me suis mis ici en mode sec, hein, ça veut dire en mode capture directement, et donc là si je me mets en route, toc, voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un truc intéressant, c'est qu'il y a bien sûr quelques rebonds ici au démarrage. Alors, ça peut bien sûr varier selon le moment où j'appuie l'interrupteur par rapport à l'onde secteur. Là, je suis dans un cas relativement défavorable, c'est-à-dire que j'ai mis en route, pas du tout au zéro, mais quand il y avait déjà quelque chose. Donc là, on peut voir quoi? On peut voir qu'il y a eu quelques rebonds, je veux dire, au niveau de mon interrupteur, mais là, toc, voilà, on voit ici ce pic de courant. Alors ce pic, il est intéressant, parce qu'on voit que,
Voilà, c'est si on va refaire, on a intérêt peut-être à descendre un petit peu la sensibilité pour justement le remesurer. Donc là voilà, on peut très bien recommencer pour voir ce que ça va donner. Donc là je me remets en sec, toc, voilà. Et donc là qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que on a ici ce pic de courant qui est suivi après, on va dire, du courant normal. Alors je rappelle que le filament d'une ampoule, hein, vu que ça c'est une ampoule à filament, à froid, il a une résistance qui est plus faible. Et c'est ça qui permet d'avoir ici, enfin ce qui explique ici ce pic au démarrage. Et donc je rappelle que si on utilise ici les fameux curseurs, voilà, là je vais pouvoir très facilement mesurer la valeur de ce pic. Voilà, ici, là, comme ça. Et donc là on peut voir ici, voilà le pic, hein, que la différence c'est 3,8 ampères. On voit que c'est un pic qui est relativement très important, je veux dire, au démarrage, hein, donc c'est cet appel de courant. Alors ça, c'est le genre de mesure qui est super intéressant de faire, parce que ça permet éventuellement de regarder ce qui se passe au démarrage, de calibrer éventuellement un fusible, un disjoncteur, un truc comme ça. Voilà, on peut recommencer plusieurs fois, parce que comme je le dis, selon l'endroit où on démarre, le pic peut éventuellement être différent. Voilà, par exemple, là, on voit que je suis dans un cas beaucoup plus favorable parce que j'ai démarré près du passage à zéro. Ce qui fait que on voit que j'ai un pic beaucoup moins important que tout à l'heure, quoi. Voilà. Après, si on voulait faire une mesure répétitive, il faudrait éventuellement, avec un triac, faire une commutation toujours au même moment. Et là, on voit que le pic est négatif, que j'ai commencé sur une alternance négative. Donc voilà, et pour finir, tiens, on va regarder un petit peu la forme de courant, par exemple, sur ma nouvelle perceuse à percussion. Donc voilà, à Noël, hein, je me suis offert, parce que j'avais des bons d'achat là par ma boîte, donc une perceuse Bosch Advanced Impact 900, qui est une perceuse à percussion secteur. Et là, ça va être intéressant justement de voir un petit peu comment elle consomme du courant, sachant qu'il y a un variateur dessus. Donc là, par exemple, voilà, on voit que dès que je démarre, on voit bien ici les pics de courant, et que ces pics de courant, après, augmentent. Voilà, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il se déphase par rapport à l'onde secteur, grâce au variateur, et que voilà, si à un moment donné, je lui demande plus de couple, voilà, on peut voir facilement que, là, il faut même que je descende un petit peu la sensibilité, voilà, on a des pics relativement ici importants. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, par exemple, là, au niveau de la mesure, voilà, de mettre le max aussi, comme ça, on aurait une idée du courant maximum. Voilà, là, on voit que il y a des pics jusqu'à 23 ampères, quoi. C'est quand même assez important. Enfin bon voilà, ça fait un peu de bruit, et c'est typiquement le genre aussi de mesure là qu'on peut faire, et on peut voir aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que la forme du courant n'est pas du tout sinusoïdale. Alors dernière manip éventuellement intéressante, c'est d'utiliser la voie mat. On voit que j'ai configuré la voie mathématique ici, voilà, pour lui dire que je voulais avoir le produit entre la source 1, donc une tension, et la source 2, donc ici qui est un courant, est multiplié. Et là, on voit déjà un truc intéressant, c'est qu'automatiquement, il s'est bien mis dans l'échelle des watts, hein, ce qui est normal, vu qu'une tension par un courant, c'est des watts. Et là, on peut aussi mettre un certain nombre de mesures. Alors là, on constate quelque chose qui est que on voit que c'est pas tout à fait zéro ici, et qu'on a un petit peu ce bruit. Alors à quoi il est lié ce bruit? En fait, il est lié au bruit de la sonde de courant, qui fait que voilà, il y a un petit peu de bruit dessus, et ce bruit il se multiplie avec la tension ici, et c'est ça qui fait là cette valeur. Maintenant là, on voit que si j'ai du courant là, voilà, alors peut-être qu'on peut baisser un petit peu je veux dire ici la gamme pour mieux voir. Voilà, on voit toujours maintenant le courant, et on voit la puissance. Une puissance qui bien sûr est forcément toujours positive, ici, ce qui est normal, et là on peut voir aussi, voilà, avec les mesures, la puissance maximum, la puissance moyenne,
ici, consommés par le système. Donc voilà, ça vous montre un petit peu le genre de mesures qu'on peut faire, qui sont, à ma foi, assez intéressantes. Donc voilà pour la présentation de ces deux sondes et leur utilisation potentielle. Donc, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, je mettrai en commentaire de la vidéo des liens qui vous permettent d'aller voir les pages, les démos, les caractéristiques de ces appareils. Alors bon, je sais qu'on me demande toujours un petit peu le prix que ça coûte. Hein. Alors, encore une fois, j'aime pas trop donner ça dans les vidéos parce que, je veux dire, les prix, ça évolue, ça peut évoluer à la hausse, ça peut évoluer à la baisse. Ah bon, au moment où je fais cette vidéo, la sonde différentielle, on la trouve autour de 238 € TTC, et la sonde de courant, là, avec la bobine de Rogowski, est autour de 262 € TTC. Donc c'est vraiment des appareils intéressants. Alors, je dirais, enfin, personnellement, dans un usage, on va dire plutôt, comme j'ai dit, amateur, c'est surtout la sonde différentielle, à mon avis, qui est intéressante. L'autre, elle est intéressante, surtout si on veut quand même mesurer des courants assez importants, hein, dans la mesure où en électronique, souvent quand même, on mesure des courants faibles, et même maintenant avec des alimes, des découpages, des trucs comme ça, c'est des petits chargeurs de téléphone et tout, ça consomme pas forcément des forts courants. Et là, la sonde de courant que je vous ai montré, elle fera pas forcément l'affaire, dans la mesure où il faut déjà des courants assez forts. Après, on peut toujours utiliser en effet un shunt et aussi la sonde différentielle. Mais bon, c'est pareil, c'est quand même une fois 50, ce qui fait qu'il ne faut pas s'attendre à mesurer des tensions de l'ordre de quelques millivolts de façon précise avec. Bon, bah sinon, ici en Vendée, bah, il fait toujours pas bien chaud. Il fait pas beau du tout aujourd'hui. Enfin, c'est gris, on va dire, c'est un temps de saison. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Ça va très mal avec pincette. T'as eu une engueulade avec, et t'as dit, oui, si tu dis encore une fois que je suis grosse, je te quitte. Ah bon, qu'est-ce que t'as dit? Bah, t'as dit, non, ne me quitte pas, pense à notre enfant. Ah bon, et elle a dit quoi? Mais quel enfant? Et tu lui as dit quoi? Tu n'es pas enceinte? Et c'est là qu'elle t'a foutu une baffe, et qu'elle est partie. Ah, Maurice. Maurice, je suis pas sûr que tu saches bien parler aux femmes. Bon, allez, là-dessus, que les grands Rogowski vous fassent de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.